Donc, merci, docteur Raspo et Emmanuel Briand, donc d'animer ce webinaire sur l'apnée du sommeil. Je vous laisse la parole pour vous présenter et démarrer ce webinaire et je fais rentrer les personnes. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci, merci à Mutairo de m'avoir invité à vous parler des apnées du sommeil. Certains me connaissent peut-être déjà parce que j'avais déjà fait 2 présentations sur asthme, BPCO. Alors le sommeil, je pense que ça vous intéresse beaucoup parce qu'on en parle beaucoup et beaucoup de personnes se posent la question de savoir s'ils ont des problèmes au niveau de leur sommeil. Et vous allez voir, je vous ai mis quelques généralités. Mais il ne faudra pas hésiter à poser des questions. Ça serait bien que ça soit assez actif et réactif, parce que peut-être certains parmi vous sont appareillés avec un système ou alors ont une orthèse avancée mandibulaire ou ont une prise en charge et ont peut-être des questions à poser par rapport aux apnées du sommeil. Ce que vous connaissez, alors, est-ce que je peux, moi, faire passer les diapos? Tu les fais passer? Alors là, c'est moi qui l'ai fait passer, mais Oui, tu peux. ouais. Alors, Alors, et pour vous, déjà, d'ores et déjà, dans le chat, vous pouvez nous mettre, hein, si vous êtes appareillé, si vous êtes diagnostiqué, ou si vous êtes là sans avoir de lien direct avec le sujet, hein, n'hésitez pas. Et puis moi, pour me présenter rapidement, je suis sophrologue, mais j'en parlerai plus à la fin. Je travaille avec Mutaero depuis 17 ans maintenant, et je travaille avec le docteur Raspo. Et, donc, je présenterai à la fin de la conférence, on fera une petite pratique en fonction du temps qui reste, et puis on présentera un atelier qui va se dérouler sur la thématique justement de l'apnée du sommeil à la fin de la conférence. Allez, donc, hop, voilà la première diapo. ouais. Alors pour vous, peut-être c'est l'image que vous avez des problèmes de troubles du sommeil et du syndrome d'apnée du sommeil. C'est-à-dire quelqu'un qui a un masque sur le nez, parfois sur le nez et la bouche, avec un tuyau et une machine qui lui pousse de l'air. Alors, quand on en arrive là, c'est qu'il est vraiment nécessaire de ventiler un patient. Moi, je fais partie des médecins qui, en fait, n'utilisent la ventilation quand c'est vraiment nécessaire, parce que vous allez voir, il y a d'autres choses qui peuvent être utilisées également avant pour, euh, pour essayer de repousser ou d'arrêter ce type de ventilation. Alors, est-ce que tu peux me mettre la diapo suivante? Le diagnostic, ce qu'il faut que vous sachiez, en fait, la définition d'un syndrome d'apnée du sommeil pour nous, c'est d'apnée obstructive du sommeil, c'est un trouble respiratoire qui provoque des arrêts répétés ou de faibles mouvements respiratoires pendant le sommeil, entraînant une désaturation en oxygène. Ça, c'est la définition la plus courante. Et vous voyez en dessous, nous, on va au cours du sommeil avec des techniques de diagnostic, mesurer les débits d'air au niveau de la respiration. On voit une respiration normale. À côté, on voit une apnée, c'est-à-dire il y a un arrêt respiratoire pendant un certain moment. Il faut qu'il dure un certain temps pour pouvoir être considéré comme positif. Parce que s'il est de très courte durée, on fait tous des petites apnées pendant notre sommeil sans que ça soit vraiment pathologique. Ou alors des hypopnées. Ce qu'on appelle des hypopnées ou des hypoventilations, c'est des petits mouvements respiratoires qui ne sont pas suffisants pour entraîner une bonne oxygénation de votre sang. Et chaque en fait apnée ou hypopnée, pour être considérée comme positive, doit entraîner une désaturation en oxygène quand on mesure pendant la nuit le taux d'oxygène dans le sang. Donc ça, c'est la définition des troubles de syndrome d'apnée obstructif du sommeil. Mais il n'y a pas que le syndrome obstructif. C'est la diapo suivante, s'il te plaît, Emmanuel. Je ne sais pas pourquoi certains d'entre vous sont appareillés, mais on distingue, nous, en fait, 3 types de syndrome d'apnée du sommeil. Les apnées qui sont dites obstructives. Il faut s'imaginer que l'air, en fait, pour aller dans vos poumons et au fond de vos alvéoles pulmonaires pour échanger l'oxygène, il est obligé de passer par le nez, par l'oropharynx, par la trachée. Et vous pouvez vous imaginer que si vous avez une hypertrophie des amygdales, si vous avez une mâchoire inférieure, c'est la mandibule, qui est décalée vers l'arrière,
ça va entraîner une diminution du passage et du volume d'air au niveau de la gorge. Il va y avoir un obstacle et ça va entraîner soit des apnées s'il y a une fermeture totale, soit s'il y a une fermeture partielle, un passage moins important d'air et une hypoventilation. Donc il y a la langue aussi qui peut être importante. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais il faut savoir que vous avez 17 muscles dans votre langue et si ces muscles ne sont pas actifs, vous allez avoir une chute de la langue en arrière. Le palais peut avoir une architecture particulière et également pour des personnes qui ont eu qui ont des problèmes respiratoires chroniques, on peut avoir une trachée qui peut s'écraser à l'expiration, c'est-à-dire quand vous videz l'air qui peut s'écraser et donc quand vous allez dormir, ça va s'écraser un peu plus et l'air va avoir du mal à passer. Donc ça, c'est les apnées obstructives, c'est quand même les apnées les plus fréquentes que l'on a. On a un faible pourcentage d'apnée centrale. Là, c'est plus du tout un phénomène obstructif au niveau du nez, de la gorge ou de la trachée. Ça va être la commande de la respiration qui n'est pas en fait lancée au niveau de votre système nerveux central. Ça va être un défaut, je ne sais pas si certains ont assisté à la réunion que j'avais fait sur la respiration, ça va être un défaut du pacemaker du tronc cérébral qui envoie un petit influx au diaphragme pour que le diaphragme se contracte et entraîne la respiration. Plusieurs causes, alors ça peut être, on pense que c'est des problèmes liés, on pense, hein, parce que c'est très difficile de savoir exactement la cause. On pense que c'est des problèmes liés au gaz carbonique qui se trouve au niveau du système céphalorachidien et donc qui modifie la commande respiratoire. On le voit plus souvent chez les personnes qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux ou qui ont des pathologies cardiovasculaires avec une mauvaise perfusion cérébrale. Il ne faut pas oublier aussi que certains médicaments peuvent entraîner des modifications de ce système nerveux central et des modifications de la commande respiratoire. Donc, apnée obstructive la plus fréquente, l'apnée centrale le plus souvent liée à des troubles neurologiques. Il y en a très... Alors, le problème que l'on a avec les apnées centrales, c'est qu'on ne sait pas très bien les traiter. On peut les traiter avec une ventilation. Parfois, ça améliore le patient, parfois, ça ne l'améliore pas. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des apnées centrales, mais on pourra en discuter. Et ensuite, il y a les hypopnées, c'est-à-dire des petites ventilations qu'on retrouve souvent. Ça, c'est les muscles, soit les muscles respiratoires sont pas assez... Alors, attendez, parce que moi, j'ai un truc qui me gêne, là. Je ne sais pas comment l'enlever, mais c'est pas grave. Soit les muscles respiratoires, les muscles inspiratoires sont moins efficaces. Soit c'est des patients qui ont des problèmes de bronchite chronique un peu sévères, comme je vous expliquais, avec des bronches qui se ferment un petit peu, et ils ont une petite respiration. On peut classer dans les hypopnées souvent le syndrome qu'on appelle obésité hypoventilation, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont une surcharge en poids importante, avec un abdomen qui est, on dit, pléthorique en médecine, ce qui fait que ça va, quand vous êtes couché, le ventre va s'écraser vers l'arrière, il va empêcher le diaphragme de bien fonctionner et ça va entraîner de petites respirations, donc des hypopnées. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut que vous sachiez en gros sur les différents types d'apnée. Alors, Christophe, il y a, pour interagir un petit peu avec toi, il y Ouais, a une personne qui est représentante de l'association CED1 qui parle d'apnée du sommeil concomitante au syndrome d'Ehlers dans l'os ou d'Anlos, je ne oui, sais pas si je le prononce bien. et On a dans l'os. aussi Thierry qui nous dit que lui, il est appareillé suite à une fibrillation atriale. Oui. Et on a Michel qui nous dit que lui, avec l'appareillage, l'appareillage ne peut malheureusement résorber que la moitié de enfin que oui, la moitié des apnées, 20 sur 40. Ah, bon. Euh, Voilà alors, pour te dire un peu ouais. ce qui se dit dans le chat. Alors ça va être difficile de faire un diagnostic ou de conclure. C'est en fait, bon, peut-être qu'on en parlera après par rapport à l'appareillage, mais quand vous êtes appareillé par un prestataire avec une machine qui est normalement connectée au réseau informatique chez le prestataire et on arrive à voir
le déroulé de la nuit, ce qui reste comme apnée, et à la rigueur, on peut réfléchir à pourquoi il reste des apnées. C'est-à-dire que est-ce que c'est la pression qui n'est pas suffisante, ou est-ce que c'est la pression inspiratoire ou la pression expiratoire, mais probablement ce monsieur à qui reste 20 événements sur les 40, son pneumologue ou son neurologue ou son médecin généraliste, enfin la personne qui l'a appareillé, doit être informé de ce qui se passe pour essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à avoir un index qui est inférieur à 5 et qui se rapproche plutôt de 2, c'est-à-dire il reste 2 événements plutôt que 40 ou plutôt que 20. Mais il doit y avoir sûrement une réponse, et ça peut amener même à changer la prise en charge thérapeutique, modifier peut-être le type de ventilation, mais en tout cas, ça doit questionner. Ensuite, ce qui est important, c'est il reste 20 apnées sur 40. Ce qui est important également, c'est savoir si les symptômes d'apnée du sommeil ont disparu ou s'ils sont toujours là. Parce que ça peut, si les symptômes ont disparu, qu'il n'y a pas de facteur de risque à côté, on peut tolérer qu'il reste 20 apnées sur 40 s'il n'y a pas de manifestation clinique. Voilà. Michel dit que ça va mieux, qu'il y a une amélioration. Ouais. Mais bon, moi, quand j'ai un patient qui reste 20 apnées sur 40, j'essaie de le revoir en consultation et de comprendre avec le prestataire pourquoi il reste 20 apnées sur 40. Il faut le comprendre, en fait. On ne peut pas rester avec 20 apnées sur 40 puisque le but, c'est d'arriver à moins de 2 apnées par heure, enfin de 2 événements par heure. Je veux pas casser le moral du patient mais, ou alors peut-être déjà il a réglé ça avec son médecin. Est-ce que tu peux passer, parce que ça va répondre à une partie des questions, la diapo suivante, qui testait? Alors, actuellement, on trouve, nous, certains médecins qui font du sommeil, qu'on réalise trop d'examens du sommeil. C'est-à-dire qu'il suffit que le patient, ou qu'on pose la question est-ce que vous êtes fatigué, pour qu'on fasse un enregistrement du sommeil qui le plus souvent est soit normal, soit mal interprété avec un index élevé. Et le problème, c'est que ça coûte très cher. Enfin, un enregistrement du sommeil, c'est une cotation qui est chère. Une polysomnographie ou une polygraphie, c'est des examens qui sont chers. On en fait de plus en plus, et actuellement, l'argent qui est utilisé pour la recherche d'un syndrome de l'apnée du sommeil ou ventiler un patient, il faut vous imaginer que ça coûte plus cher que tout ce qui est dépensé pour la dialyse en France. Donc ça veut dire que c'est un poste, je pense que les mutuelles doivent s'en rendre compte, c'est un poste qui est quand même très élevé. Et nous, on est plusieurs à recentrer un petit peu le problème des syndromes de l'apnée du sommeil. On sait qu'il y a des maladies qui s'associent fréquemment à des hypoventilations ou à des apnées ou à des hypopnées. On sait qu'il faut réaliser des examens de dépistage chez les patients qui ont des maladies cardiovasculaires, des insuffisances cardiaques, des troubles du rythme cardiaque, des problèmes coronariens avec des infarctus, des problèmes d'hypertension artérielle, ça on le sait, des patients qui ont des problèmes respiratoires, ça peut être des BPCO avec de l'emphysème, de l'asthme. On sait que les diabétiques, il faut également les tester parce que le diabète, du fait d'un surpoids, est responsable de troubles du sommeil et d'apnée du sommeil. Et il faut savoir que quand vous avez des apnées du sommeil chez un diabétique et qu'il va y avoir une prise de poids, s'il y a un poids qui est élevé, ça va modifier complètement la sécrétion d'insuline et l'utilisation du sucre et l'utilisation des graisses. Donc c'est très couplé, le diabète avec les apnées du sommeil, les fibromyalgies, les troubles musculaires également, parce qu'il va y avoir une diminution de la force musculaire qui va entraîner en fait des hypoventilations ou des troubles d'apnée du sommeil. Les fibromyalgies, le problème que l'on a aussi, c'est que souvent les douleurs réveillent les patients, donc ils n'ont pas forcément des apnées du sommeil, mais il peut y avoir une fatigue liée à un sommeil de mauvaise qualité avec des micro-éveils et des insomnies. Donc tout ça, c'est des patients qu'on teste. Les patients qui ont des maladies neuromusculaires dégénératives,
Ça peut être des patients qui ont des maladies auto-immunes avec des scléroses en plaques ou des maladies de Charcot par rapport aux neuromusculaires dégénératives. Ça peut être des atteintes musculaires qu'on trouve dans l'air, dans l'os, des maladies rhumatismales. Les patients qui ont des maladies rhumatismales avec, par exemple, une spondylarthrite ankylosante, avec des articulations qui sont un petit peu plus rigides. Vous imaginez que la cage thoracique va avoir du mal à bouger normalement, donc ils vont plutôt faire des apnées ou des hypoventilations. Et bien sûr, l'obésité. Ça, c'est des patients qu'on va, s'ils ont des troubles, même parfois s'ils n'ont pas des troubles de fatigue ou des symptômes que vous verrez en dessous, que vous voyez en dessous, on va être tenté de les tester. Vous voyez quand même que ce n'est pas toute la population, hein. C'est des patients qui sont relativement ciblés. Après, il y a les symptômes, les ronflements importants, bien que le ronflement n'est pas synonyme d'apnée ou d'hypopnée du sommeil, vous pouvez ronfler sans faire d'apnée. Et là, c'est une autre prise en charge qui est plutôt esthétique au niveau de l'oropharynx ou des amygdales. Nous, quelque chose qui nous fait vraiment, qui nous pousse à réaliser un examen, c'est quand on nous dit que la compagne ou le compagnon de la personne décrit des pauses respiratoires nocturnes. Ça, c'est important pour nous. Ça veut dire qu'il se passe des choses la nuit. Des réveils nocturnes avec une sensation de bronchospasme. Ce qu'on appelle, nous, les nicturies, c'est-à-dire envie d'uriner souvent la nuit. Parce qu'il faut savoir que chaque fois que vous allez faire une hypoventilation ou une apnée, vous allez avoir une poussée en fait hypertensive et une tachycardie, une accélération du rythme cardiaque. Ça va drainer votre rein un petit peu plus, de façon un petit peu plus importante. Et donc, il va y avoir de l'urine dans la vessie et ça va entraîner un réveil pour aller uriner. Donc ça, c'est des choses que nous, on remarque aussi. Les cauchemars un peu moins, mais c'est des choses qu'on va tester. Le sommeil non réparateur, c'est-à-dire quelqu'un qui se lève le matin et qui nous dit je suis fatigué comme si j'avais pas dormi. Ça, c'est des personnes qu'on va tester. Les céphalées, les maux de tête au réveil, la fatigue diurne. Mais je vous dis, la fatigue, c'est difficile parfois à l'interrogatoire à bien la différencier d'une somnolence qui pour nous est beaucoup plus parlante. Quelqu'un qui s'endort dans la journée, il se pose avec son livre, il va s'endormir, ou il est dans une salle d'attente, il s'endort, ou à une réunion ou au travail devant l'ordinateur, il s'endort. Pour nous, ça, c'est des symptômes qui sont très importants. L'irritabilité, pourquoi? Parce que quand vous dormez mal, la privation de sommeil ou faire des micro-éveils qui vous empêchent de faire tous les stades de sommeil, ça va vous fatiguer, ça va vous rendre irritable. C'est vraiment la chose qui apparaît parce que le manque de sommeil entraîne un stress, une irritabilité. Les troubles de la mémoire, ce qu'on appelle les troubles cognitifs, les troubles de la mémoire, les troubles de l'attention. Et il ne faut pas oublier les troubles de la libido parce que si vous êtes épuisé et fatigué, vous allez avoir une libido qui va être vraiment en baisse. Et pour nous, ça peut être également un symptôme qui va montrer l'efficacité de la prise en charge du traitement par ventilation. Voilà. Le maître mot, c'est l'interrogatoire et c'est un faisceau d'arguments qui va nous amener à proposer aux patients de réaliser un examen du sommeil. Et alors après, il y a un peu de bon sens aussi, c'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a quelques symptômes et qu'il y a une surcharge pondérale, vous pouvez commencer par proposer aux patients une prise en charge diététique et une kinésithérapie, par exemple linguale sur la langue, et ne faire l'examen que si les symptômes persistent. Voilà. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait des symptômes pour, chez quelqu'un qui n'a pas de maladie que j'ai cité au-dessus. S'il y a des symptômes, plusieurs symptômes, il faut faire un examen du sommeil. S'il n'y a pas les différents symptômes, ça se discute et après, c'est le bon sens. Si la personne est un peu en surcharge et si la personne a en fait une langue qui chute en arrière, etc., peut-être d'abord faire un traitement avec kiné et une perte de poids et après faire un enregistrement si les symptômes persistent. Voilà. Bon, ça, c'est mon avis. Comment on diagnostique les patients? Tu peux mettre la diapositive suivante. Il y a deux types d'examens diagnostiques. Il y a la polygraphie ventilatoire que vous connaissez sûrement. Ça se fait en ambulatoire. Donc, vous venez voir le médecin. On va vous installer pas grand-chose en fait. Juste
un petit ordinateur, un petit capteur sur la poitrine avec une sangle thoracique, une sangle abdominale pour mesurer les mouvements respiratoires pendant la nuit. Sur le petit boîtier que vous voyez au niveau du thorax de la dame, vous allez avoir un système qui va mesurer les décibels pour les ronflements, qui va mesurer les vibrations au niveau du thorax, qui montre en fait le passage d'air au niveau de la trachée. Vous allez avoir des petites lunettes, on appelle ça nous des lunettes hein, au niveau nasal, qui va mesurer le flux d'air au niveau du nez, et une montre au niveau du poignet, qui va par un petit capteur mesurer la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque. Et vous voyez qu'avec ça, c'est déjà pas mal parce qu'on a, pour détecter une hypopnée, c'est-à-dire une petite ventilation, ou alors des apnées, on va pouvoir, ou même des apnées centrales ou obstructives, on va mesurer en fait les mouvements respiratoires, le flux nasal et la saturation en oxygène. Donc ça suffit normalement pour faire un diagnostic simple dans 80, on va dire dans 95-96% des cas, même sur une nuit, on a un diagnostic on a un diagnostic valable avec très peu de faux négatifs, c'est-à-dire de patients qu'on a mesurés et qui sont quand même des vrais positifs, mais qu'on n'a pas pu mettre en évidence. Donc c'est un très très bon examen de dépistage. Et si on a des doutes, c'est-à-dire si l'examen est négatif, mais que la personne a des symptômes qui sont vraiment évidents d'apnée du sommeil, on va jusqu'à une polysomnographie. Donc là, vous le voyez à côté, ça se fait sur une nuit d'hospitalisation. C'est beaucoup plus lourd avec des capteurs au niveau de la cérébrale. Alors, on ne plante pas d'aiguille, hein, c'est collé avec de la colle biologique. Donc, en fait, ça part de suite quand on nettoie le matin au réveil. Et là, on va mesurer, en plus de tout le reste, c'est-à-dire tout ce que je vous ai montré, décrit tout à l'heure, on va mesurer les phases de sommeil, sommeil profond, sommeil paradoxal, le sommeil léger, l'endormissement. Et on va donc faire un enregistrement des micro-éveils qu'on ne peut pas voir avec l'autre examen, c'est-à-dire si il y a des petits mouvements respiratoires qu'on n'arrive pas à mettre en évidence, ça va entraîner des micro-éveils et on le verra avec la polysomnographie. Mais vous avez également sur les joues, au niveau des muscles oculaires, au niveau des jambes, des capteurs pour voir des troubles du sommeil qui peuvent s'appeler les mouvements des jambes sans repos et qui vont en fait nous donner des arguments pour expliquer les troubles du sommeil décrits par le patient et les micro-éveils. Donc c'est un examen qui est un peu plus complexe à interpréter. Tout le monde ne le fait pas, c'est-à-dire il faut avoir un diplôme particulier ou être d'une spécialité particulière. Par exemple, nous, les pneumologues, on peut interpréter des polysomnographies. Vous avez également les neurologues qui peuvent le faire. Ou alors, il faut avoir un diplôme supplémentaire pour pouvoir interpréter ce type d'examen. Cet examen est intéressant chez les jeunes, parce que les jeunes, parfois, lors d'une polygraphie ventilatoire, on n'arrive pas à dépister les troubles du sommeil. Pour les patients qui ont une obésité, une surcharge pondérale, une maladie respiratoire, le premier examen suffit largement. La polysomno peut être intéressante également chez des patients qui ont des troubles neuromusculaires parce qu'on va mesurer les mouvements anormaux au niveau des muscles, des jambes, au niveau du visage. Voilà, là vous avez les deux techniques d'examen, de diagnostic en fait de troubles respiratoires. Alors Christophe, il y a une question hyper précise de Florence qui concerne le diagnostic, hein. Toutes les questions qui concernent autre chose que le diagnostic, on y reviendra après. Il y a Florence qui demande, est-ce nécessaire de faire un bilan avec un pneumologue pour évaluer l'intérêt d'une rééducation oromyofaciale avant un diagnostic de syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil dans le cas de pathologie avec atteinte musculaire ou neurologique? Alors, indispensable pneumologue, je dirais non, mais peut-être le problème, c'est que nous, on est beaucoup plus sensibilisés à prescrire de la kinésithérapie maxillolinguale que peut-être le neurologue qui s'occupe du patient qui a des troubles musculaires. Après, alors, tout dépend s'il y a des symptômes. Si la personne a des symptômes d'apnée du sommeil, on peut faire l'examen avant de faire la kinésithérapie en sachant qu'on la proposera de toute façon après.
Parce que s'il y a des symptômes avec des troubles neuromusculaires associés, très certainement, on ne va pas être sur une sévérité de la maladie qui va être identique à quelqu'un qui n'a pas de symptômes avec une maladie neuromusculaire. Donc, c'est vraiment... alors, peut-être que vous allez trouver que je suis un peu dans mes réponses, peut-être un peu pas assez précis, mais la clinique est importante, l'interrogatoire est important, et en fait, c'est l'ensemble, c'est le patient dans la globalité qui va nous permettre de décider ce qu'on va faire. Et alors moi, je ne suis pas trop pour les généralités, c'est-à-dire, ben, on va faire ça, 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 ça. Non, c'est-à-dire, on va essayer de comprendre comment fonctionne le patient, ses plaintes, ses craintes, et après, on fera un examen ou alors on fait une kiné spécifique avant de faire l'examen. Moi, je ne vais pas faire de la kiné si le patient s'endort en permanence, s'il s'endort au volant, si il y a des réveils nocturnes importants. Je vais d'abord faire un enregistrement du sommeil et voir s'il ne faut pas associer une ventilation en premier à la kiné et peut-être à d'autres prises en charge. Voilà. Voilà. Après, l'autre diapo, si on peut continuer, si jamais il n'y a pas d'autres questions par rapport à ça. Pourquoi est-ce que vous savez pourquoi parce que c'est bien de ventiler des apnées ou des hypopnées. C'est-à-dire, bon, mais ok, on va diminuer le seuil d'apnée ou d'hypopnée, mais il y a quand même une raison en plus d'améliorer le patient par rapport à sa fatigue. C'est qu'on sait qu'il y a un lien important entre certaines maladies et les apnées du sommeil et une aggravation de ces maladies. Si vous êtes hypertendu, si vous avez une maladie cardiovasculaire, un diabète, si vous avez une obésité, des accidents vasculaires, des antécédents de accidents vasculaires cérébraux, même des antécédents de dépression, vous êtes dépressif, ou si vous avez des problèmes ophtalmo, en particulier avec un glaucome, il faut vérifier si vous avez des apnées du sommeil ou des anomalies respiratoires du sommeil ou même des troubles des différentes phases de sommeil, parce que ça peut aggraver ces maladies. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément ces maladies qui sont la source, ce qu'il faut que vous compreniez, des apnées du sommeil, des hypopnées. Par contre, ces hypopnées et ces apnées peuvent aggraver ces maladies, et c'est pour ça qu'on propose aux patients qui ont des pathologies comme cela associées, un examen du sommeil pour voir si on ne peut pas les améliorer ou éviter les complications en faisant une ventilation ou en les prenant en charge pour leurs troubles du sommeil. Et ça, c'est quand même assez important parce que si vous voyez la diapo suivante, le traitement des apnées du sommeil est soumis par l'assurance maladie à une entente préalable. D'ailleurs, on ne peut pas, nous, ventiler qui on veut et faire n'importe quoi parce que, comme je vous disais, ça coûte cher. Et c'est pour ça qu'on traite les patients en fonction des index. On appelle ça l'index d'apnée-hypopnée. Vous êtes considéré comme normal entre 0 et 4, c'est-à-dire on fait tous, la nuit, des hypopnées ou des apnées entre 0 et 4 par heure. Si vous en faites plus, ben là, vous rentrez dans un syndrome d'apnée léger entre 5 et 14. Jusque-là, on ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas symptomatique, on ne fait rien de particulier. Entre 15 et 30, on peut vous proposer une prise en charge avec une orthèse d'avancée mandibulaire si vous êtes symptomatique. Mais pas de ventilation, sauf si vous avez des antécédents cardiaques, des antécédents respiratoires, ou si vous avez un endormissement qui est vraiment très important, avec des risques, par exemple, vous vous endormez quand vous conduisez, ben dans ces cas-là, même si vous avez un index d'apnée-hypopnée à 15, ou entre 15 et 30, on considère que c'est un syndrome d'apnée modéré avec comorbidité. Alors, le terme n'est pas très beau. Comorbidité, ça fait peur, donc on va dire avec facteurs de risque associés, aggravants. Et donc, on va vous proposer une prise en charge avec soit une ventilation, soit une orthèse si vous ne supportez pas, ou soit d'autres thérapies qui peuvent exister. Voilà. Au-dessus de 30, on ne se pose pas la question, on vous propose une ventilation.
parce que c'est le traitement de référence qui existe actuellement. C'est le traitement de référence qui va diminuer les risques cardiovasculaires, qui va diminuer les troubles cognitifs, les troubles de la mémoire, qui va diminuer les risques d'aggraver son diabète, de compliquer les pathologies, les maladies respiratoires. Donc en fait, au-dessus de 30, on ne se pose pas trop la question. Entre 15 et 30, si vous avez certaines pathologies sévères, on vous posera un traitement. En dessous de 15, ça va être un autre type de prise en charge, où vous allez être un peu plus les auteurs et les acteurs de votre prise en charge et pas une machine qui va vous aider. Quels sont les traitements? Diapo suivante. Alors, certains ont sûrement ce type de traitement. À gauche, vous avez l'orthèse. L'orthèse avancée mandibulaire, c'est celle on ne la propose pas en premier, sauf pour des syndromes d'apnée modérée chez les patients qui n'ont pas de facteur de risque. C'est reconnu par la sécurité sociale, c'est-à-dire ça sera remboursé. L'orthèse, ça ne se fait pas n'importe comment. Enfin, moi, je trouve que ça ne se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'une orthèse, il faut qu'elle soit faite déjà. Il faut que la personne ait un capital dentaire qui soit suffisant pour supporter donc, cet appareil que vous allez mettre sur vos dents. Et comme vous allez forcer dessus, parce que dans la nuit, quand on a un appareil comme ça, on va forcer, il faut que vos dents soient de bonne qualité, parce que s'ils sont de mauvaise qualité, ça risque de casser vos dents et de provoquer des problèmes. Ensuite, donc, il faut déjà que le dentiste nous dise « oui, c'est possible, on peut faire une orthèse ». En vrai, il faut que le dentiste soit habitué à faire des orthèses, parce qu'il y a une empreinte à faire chez le dentiste, ça part au laboratoire qui va vous fabriquer votre orthèse en fonction de votre anatomie, et après, il faut que le chirurgien dentiste sache les régler, ne vous mette pas cette orthèse qui va vous avancer en fait la mâchoire inférieure. Il ne faut pas qu'il vous la mette trop vite et trop rapidement vers l'avant, sinon vous allez avoir des troubles de l'articulé dentaire, c'est-à-dire des douleurs au niveau ici de l'articulation temporomandibulaire, avec une impossibilité d'ouvrir la bouche le matin et de manger. Donc, si vous n'allez pas la supporter, vous n'allez pas la mettre. Donc, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, mais il y a des petites biellettes, des tout petites tiges blanches entre la partie supérieure et la partie inférieure. Et c'est ces petites biellettes que le chirurgien dentiste va augmenter progressivement pour vous adapter et s'arrêter dès qu'on considère que ça vous fait pas mal et qu'on va mieux, et on va contrôler même par une polygraphie, refaire un examen du sommeil pour voir s'il reste des apnées. Voilà. Donc ça, c'est un des traitements. À droite, c'est une machine que vous avez peut-être. Là, il y a plusieurs types de machines. Il faut savoir que les Chinois plutôt arrivent en force avec des machines qui sont de plus en plus efficaces et avec des algorithmes très bons et qui font 2/3 du prix des machines européennes. Donc très vite, je pense, vous allez avoir des machines chinoises avec des masques chinois parce qu'ils sont en train de casser les prix. Donc la ventilation, alors moi je fais les réglages, c'est-à-dire en tant que pneumologue, je suis habitué à la respiration. C'est moi qui fais les réglages et qui demande au prestataire qui va venir à domicile vous installer le matériel, les types de réglages. On règle la pression inspiratoire, c'est-à-dire l'air qui va être poussé en permanence dans votre nez, et la pression expiratoire, c'est-à-dire l'air qui va être maintenu quand vous allez souffler. Parce que dans la nuit, malgré la ventilation, vous allez inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et cette machine, pendant l'inspiration, va vous pousser de l'air avec une pression un petit peu plus élevée pour bien ouvrir vos poumons. Et pendant l'expiration, pour pas que ça se ferme, votre trachée, votre oropharynx, elle va quand même pousser une pression positive pour maintenir ouvert les voies aériennes. Voilà. Moi, j'ai une technique de ventilation où je mets des pressions qui ne sont pas très élevées au départ pour que le patient s'y habitue. Ce n'est pas la peine au départ de passer de 40 à 2. C'est-à-dire on peut aller progressivement parce que le but, c'est de tolérer la machine, de tolérer la ventilation si vraiment vous en avez besoin. On peut mettre un humidificateur. On met en fait le réglage peut être parfois très fin et on peut augmenter de la pression de 2 ou l'enlever de 2 et le patient la tolère beaucoup mieux. Donc c'est vraiment à voir avec le médecin qui vous l'a prescrit, avec le prestataire. Par rapport à la ventilation, donc nous on fait appel à des prestataires, il y en a plein sur le marché. Vous verrez que chaque spécialiste est habitué à ses prestataires parce qu'on connaît les techniciens qui viennent vous mettre la machine en place, on communique avec eux, ils nous communiquent en permanence les résultats s'il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est quand même assez important. Il y a 2 problèmes qui peuvent apparaître, c'est les fuites. C'est-à-dire il peut y avoir des fuites importantes au niveau du nez et ça va entraîner une ventilation qui va être de moins bonne qualité. Je vais accélérer un peu.
Alors, il y a une petite question. Il y a une personne qui te demandait tout à l'heure quel était ton avis, je ne sais pas s'il y a un avis à avoir sur les applications fournies par les prestataires. Très bien. C'est-à-dire les applications. Sur le téléphone, sûrement. Sur les applications qui vont envoyer les différentes informations, demander aussi le matin à la personne d'auto-évaluer son état de Non, forme. c'est bien. C'est bien, en fait. C'est bien parce que, alors, oui, parce que chaque machine a des mouchards. Et en fait, on sait exactement combien il reste d'apnée, hypopnée, combien le patient se ventile de temps. Et ça peut nous aider à comprendre. Mais par contre, je vous ai dit, il fallait analyser de façon globale. C'est-à-dire, si l'index d'apnée-hypopnée est bas et que le patient me dit je supporte pas bien la machine ou j'ai des symptômes, ben, je ne vais pas me fier forcément au résultat de la machine. Mais globalement, si vous êtes bien et que la machine vous donne de bons résultats le matin ou le logiciel, ça veut dire que c'est bien. Voilà. Mais si vous n'êtes pas bien et qu'il vous donne des chiffres corrects, ben là, il faut en parler à votre médecin. Il y a des moyens techniques que parfois on utilise. Si par exemple vous faites des apnées ou des hypopnées que si vous êtes sur le dos, il existe, ça se vend, des techniques pour éviter que vous vous mettiez sur le dos. C'est-à-dire si vous avez, alors il y en a qui le font avec des balles de tennis par exemple, si vous avez des balles de tennis dans le dos quand vous mettez sur le dos, ben, vous allez forcément vous retourner et dormir dans l'autre sens. Voilà, ça peut être quelque chose de simple si vous ne supportez pas la machine ou l'orthèse, mais c'est pas aussi efficace quand même que les deux autres. Après, il y a la chirurgie. On peut vous faire des chirurgies lourdes où on vous coupe des morceaux de mandibule, on les ramène vers l'avant. C'est des chirurgies qui sont quand même assez complexes, mais qu'on peut utiliser chez les patients qui tolèrent aucun autre traitement ou qui ont vraiment des déformations mandibulaires importantes et on sait qu'on va les améliorer certainement. La grosse mode en ce moment, parce que ça fait le buzz sur les réseaux, ça fait le buzz un petit peu partout, c'est un peu le problème des buzz quand ça arrive, c'est les techniques de pacemaker avec stimulation linguale. Euh, alors moi, j'en ai jamais proposé à mes patients pour l'instant parce que c'est quand même des techniques qui sont récentes et c'est définitif. C'est-à-dire vous allez avoir un pacemaker sous la peau, bon ça on peut le retirer, mais on ne retirera jamais les fils qui vont du pacemaker dans la langue. Donc vous allez vous retrouver après, si vous ne le supportez pas ou si vous avez un syndrome d'apnée parce que vous êtes en surpoids et que vous maigrissez de 20 kilos, vous allez retrouver avec des électrodes dans la langue, certes qui vous gêneront peut-être pas, mais tout corps étranger peut poser des problèmes par la suite. Et puis on se rend compte quand même que le fait d'avoir des électrostimulations au niveau de la langue, ça peut créer des micro-éveils. Donc vous ne vous réveillez pas, mais ça donne des micro-éveils et ça peut vous empêcher d'avoir un sommeil de bonne qualité avec toutes les phases de sommeil. Donc il y a le pour et le contre. Et pour l'instant, moi, je le réserverai aux personnes qui ne supportent pas les autres traitements et qui ont vraiment des facteurs de risque importants et dont on a vraiment besoin de mettre en place un traitement particulier pour ce sommeil. Voilà. Si vous ne tolérez pas les traitements, je pense qu'il faut demander à vos prestataires ou vous demander aux médecins. Il faut leur dire, voilà, il y a toujours une explication pourquoi on ne supporte pas une ventilation. Ça peut être un masque qui est mal adapté, ça peut être un réglage de la machine qui est mal adapté, ça peut être, je ne sais pas, vous perdez du poids, le masque était adapté, les joints ne se font plus très bien et vous allez avoir des fuites, donc vous n'allez plus supporter la machine, la fatigue va réapparaître. Il faut toujours, en fait, quand ça ne va pas, appeler votre prestataire, il est là pour ça, et voir le prescripteur parce que des fois, le prestataire, il ne sait pas ou il règle de certaines façons. Enfin, moi, les prestataires ne modifient pas mes réglages sans m'en tenir informé. Mais parfois, certains laissent faire le prestataire et il y a toujours une raison. Si vous ne la supportez pas, il faut aller le chercher. Après, si vraiment c'est une histoire d'avoir ce corps étranger sur le visage qui vous pousse de l'air, on peut essayer d'intégrer à votre corps ce corps étranger, en fait. Et là, d'expérience, la sophrologie et l'hypnose sont des techniques qui permettent de vous aider à accepter ce système de ventilation. Le cerveau est très plastique et peut s'adapter à tout. C'est-à-dire, s'il comprend à quoi ça sert, et il va arriver à s'adapter. Au départ, moi, je préviens toujours mes patients, les 2-3 premières nuits peuvent être assez difficiles parce que normalement, quand vous respirez, c'est un phénomène automatique au niveau de votre cerveau. Il y a un influx qui part, donc vous demandez de l'air et l'air va arriver. Or, quand on vous met un système de ventilation par pression positive continue, c'est le plus fréquent, vous allez avoir en fait de l'air qui est poussé en permanence et vos récepteurs que vous avez
sensibles à la respiration ne vont pas comprendre parce que vous n'avez pas demandé à respirer et on vous envoie de l'air. Donc au départ, c'est un peu troublant pour le cerveau, mais très vite, comme quand vous mettez un bracelet ou une bague, au bout de 2-3 jours, vous sentez plus la bague, vous sentez plus le bracelet parce que votre cerveau l'a intégré à votre corps et c'est un peu là où la sophrologie, je pense, peut vous aider. J'ai pas parlé des machines, là j'ai parlé de la PPC-SAM, j'ai pas parlé des machines à double niveau de pression, mais c'est beaucoup moins utilisé et c'est que les pneumologues qui utilisent ce type de ventilation. Mais ce n'est pas que ça, la prise en charge des apnées du sommeil, et tu peux mettre la diapo suivante. Moi, j'utilise énormément ce qu'il y a à côté parce que le plus souvent, quand même, l'apnée du sommeil ou les hypopnées, en dehors des pathologies neuromusculaires, c'est souvent lié au poids et à la prise de poids. Et c'est pour ça que j'insiste énormément et je confie mes patients à des psychonutritionnistes, c'est-à-dire pas juste des diététiciennes ou du nutritionnisme, mais des psychonutritionnistes qui vont travailler sur l'émotionnel du patient et la prise en charge diététique parce que c'est important. Le repas doit rester un plaisir. Donc, si on vous donne un régime strict et que vous ne mangez plus rien, je pense que très vite, vous allez déprimer. Donc, il faut que ça soit une personne qui vous prenne en charge et qui arrive à vous permettre d'avoir encore du plaisir en mangeant tout en contrôlant votre alimentation. Donc, ça, c'est important. C'est reconnu que la perte de poids va diminuer de façon importante l'index d'apnée-hypopnée et permettre en fait de vous désappareiller si vous êtes limite. La kiné linguale, c'est-à-dire, je vous avais dit, 17 muscles dans la langue. Si vous remusclez cette langue, c'est très simple la kiné linguale. Il y a 2 consultations kiné. La première pour faire un diagnostic et voir comment est votre langue et vous donner des exercices que vous allez réaliser chez vous pendant un mois et demi, dans votre voiture, dans la salle de bain, enfin quand vous voulez. Et votre langue va se remuscler. Elle va ainsi plus être vers l'avant, contre le palais là-haut, et ne plus chuter en arrière. Donc si quelqu'un a moins de 15 apnées et ronfle, c'est quelque chose que je vais privilégier associé à une perte de poids. Parce que rien qu'avec ça, on fait descendre l'index et on n'a plus besoin de ventiler et le ronflement diminue. L'activité physique, c'est hyper important. C'est prouvé que si vous gardez une activité physique, vous allez entraîner des mouvements respiratoires, vous allez muscler vos muscles inspiratoires, pas forcément les expiratoires parce que c'est plutôt passif, mais les muscles inspiratoires, les muscles thoraciques, le diaphragme. Donc ça va diminuer également l'index d'apnée-hypopnée. J'ai pas mis là, mais c'est important. Moi, je demande pratiquement systématiquement une consultation ORL à mes patients pour vérifier qu'il n'y ait pas une obstruction nasale. Si par exemple vous avez des polypes ou si vous avez des cornées au niveau des fosses nasales qui sont hypertrophiées, l'air va mal passer. Ça va entraîner des ronflements, ça va entraîner une obstruction et parfois un petit geste chirurgical va permettre d'améliorer le passage de l'air et d'éviter une ventilation. Voilà. Parce que moi, quand je prends en charge un patient, mon but principal, et c'est la diapo suivante, c'est le désappareillage. C'est-à-dire pour moi, avec un appareillage, pour près de 70% des patients, je dirais, on traite la conséquence et pas la cause. La cause, ça peut être le poids, une musculature de la langue qui est pas efficace, l'absence d'activité physique, un syndrome bronchique avec une maladie respiratoire qui n'est pas bien traitée. Donc, on peut, et moi je désappareille beaucoup de personnes que j'ai appareillées pendant un moment ou qu'on m'adresse d'autres qui avaient été pris en charge par d'autres patients, parce que au bout d'un moment, on peut remettre en question l'appareillage si le patient s'est pris en charge de façon importante. C'est sûr, pour certaines pathologies neuromusculaires, si c'est vraiment une maladie du muscle et que le muscle, on ne peut pas le réparer, on ne pourra pas arrêter la ventilation. Mais je vous assure que si... alors c'est vrai qu'on est dans une société où les gens aiment pas trop faire des efforts. C'est-à-dire que certains, il y a mes patients qui me le disent, préfèrent mettre un masque qu'ils ventilent et bien dormir plutôt que de perdre 5-10 kilos et de faire une activité physique à côté. Mais voilà, je voulais vraiment, je voulais vous faire passer ce message parce que moi, je fais partie des médecins qui considèrent qu'on peut désappareiller et que l'appareillage, ce n'est pas à vie pour certains patients.
Voilà, je crois que c'était la dernière diapositive pour moi. OK. Alors, par rapport aux questions qu'il y a eu, beh, je pense que tu y as répondu, Christophe. Il y a eu la question évidemment des personnes qui disaient, bah, avoir du mal ou ne pas du tout supporter, la ventilation. Mhm. Il y a une personne aussi qui disait, elle, être contre la ventilation, être diagnostiquée mais opposée à la ventilation. Ouais, Mais bon, je pense que tu as pu répondre, à tout ça en différenciant bien aussi les apnées sévères des apnées, plus légères ouais. et Alors, pour cette, alors, l'opposition à la ventilation, c'est possible, hein. Mais alors souvent, je ne sais pas pourquoi cette personne, si c'est de la claustrophobie ou la peur d'avoir quelque chose sur le nez, de s'étouffer, etc. Donc ça, c'est possible. Et là, c'est le travail de sophro et d'hypnose qui peuvent être intéressants. Ensuite, ça peut être aussi, vous le comprenez, un mauvais réglage. C'est-à-dire s'il y a un mauvais réglage avec une pression trop importante inspiratoire ou une pression expiratoire trop importante, c'est-à-dire que l'air pulsé quand vous allez expirer est trop important, vous allez avoir l'impression de vous étouffer. Donc le réglage est hyper important et avant d'arrêter une ventilation, ou alors tout simplement parce qu'il n'y avait pas besoin d'appareiller le patient et que la lecture de l'examen du sommeil n'a pas été de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... voilà, dans ces cas-là, il faut refaire l'examen, essayer de comprendre pourquoi. alors il y a Thierry qui trouve ton discours séduisant et qui veut prendre rendez-vous avec toi, Christophe. Ah, ouais. Euh, alors, en priorité, il vaut mieux qu'il prenne rendez-vous avec la personne qui l'a pris en charge par rapport à son apnée du sommeil et lui parler de la nutrition. Mais après, c'est toujours difficile et délicat quand on fait des présentations en médecine. Le problème, si vous voulez, au niveau du Conseil de l'ordre, on n'a pas le droit de faire du racolage, hein, médical, c'est ce qu'ils appellent. Parce que c'est voilà. Donc, il peut, s'il veut, prendre rendez-vous avec moi, mais je ne vais pas lui donner un rendez-vous. Voilà. Voilà, il y aura pas de rendez-vous là et en plus, il y a un peu d'attente, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Ouais. Il y a Michel qui demande quel type de kiné pour cette rééducation, dans ces sauts-là, Pierre qui demande quel type de kiné pour cette Alors, rééducation il et faut que les Michel kinés qui pose le même type de soient question. formés, c'est-à-dire tous les kinés ne le font pas. C'est un diplôme particulier, il faut qu'ils aient été formés à la kiné de mobilisation maxillolinguale. Il y en a certains, alors on peut le retrouver si les kinés sont sur Doctolib ou alors sur leur fiche Google ou autre, ils le précisent quand ils font de la kiné linguale. Il n'y a pas d'annuaire pour l'instant. Vous pouvez essayer de demander au Conseil de l'ordre des kinésithérapeutes, puisque maintenant il y a un Conseil de l'ordre des kinésithérapeutes, mais je ne sais pas s'ils vous donneront, s'ils ont créé une liste. Euh, voilà, mais vous en trouverez. Et je vous dis, c'est deux consultations. Enfin, c'est deux consultations kiné. Voilà. Mais il faut qu'il ait le diplôme. Ah, il y a Florence Et qui dit: «Il après, existe un site internet, le Cyclomf», je sais pas comment on dit, c'est ah, écrit très sur bien. le chat, qui répertorie les kinés formés en maxillofacial. Ah, ben, très bien. Ça, c'est bien, je le note parce que. SIKLOMF. SIKLOMF. C'est écrit dans le chat. D'accord, ok, je verrai. Voir si les Merci. kinés avec qui je travaille sont répertoriés ou si c'est juste un- Il y a une personne qui demande si l'oreiller pour l'apnée du sommeil est efficace. Ah, euh, alors, je sais pas. Alors, je sais pas. Alors, c'est vrai que certaines personnes se sont lancées dans, dans la communication d'oreillers et de matelas, pouvant aider à prendre en charge l'apnée du sommeil. Moi, j'avoue que en tant que médecin, on est quand même soumis à, pour vous répondre, à des essais cliniques basés sur des preuves. Donc, je ne sais pas, j'ai pas de preuves, j'ai pas vu d'article qui nous disait que ça pouvait prendre en charge, ça pouvait traiter les apnées du sommeil. Par contre, c'est sûr que si vous avez un oreiller, après, c'est du bon sens. Si vous avez un oreiller qui va vous mettre en position penché en avant au niveau et que votre menton touche, hein, votre sternum,
vous allez faire des apnées. C'est-à-dire vous allez obstruer la filière laryngée. Donc ça, c'est du bon sens. Il faut que le cou soit le plus dégagé possible quand vous allez vous coucher pour que le passage de l'air puisse se faire normalement. Vous savez, quand on est en réanimation, qu'on intube un patient, on va le mettre en extension pour pouvoir avoir la filière de la trachée et les cordes vocales juste devant nous. C'est sûr qu'on ne va jamais intuber un patient avec le menton vers le bas parce qu'on est sûr d'aller dans l'œsophage et de ne jamais arriver à l'intuber. Donc oui, l'oreiller peut aider, mais moi, je ne traiterai pas quelqu'un avec l'oreiller. Hmm. Ok, donc il y a quelqu'un qui dit aussi, on l'a évoqué, hein, mais je ne tolère pas la machine et j'ai un syndrome d'apnée du sommeil sévère avec un IAH à 54 apnées par heure. Que faire? Euh, déjà, alors, est-ce qu'il est symptomatique ou pas? Et puis, est-ce qu'il y a des facteurs aggravants au niveau est-ce qu'il a une maladie à côté associée aggravante? Est-ce qu'il a listé le côté surcharge pondérale, le poids? Est-ce qu'il a réalisé une kinésithérapie linguale? On peut utiliser dans ces cas-là une orthèse d'avancée mandibulaire. Et après, s'il y a un échec à tout ça, il peut discuter avec le médecin qui le prend en charge, éventuellement des techniques comme le pacemaker avec stimulation linguale du 12. Mais voilà. Après, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment un dialogue à avoir. Il ne faut pas hésiter à demander au médecin une solution. Le médecin, il est là pour vous donner une solution. Donc, il ne peut pas vous laisser avec 45 d'index d'apnée-hypopnée, des symptômes et vous dire ah ben, je peux pas faire quelque chose pour vous. Ce n'est pas possible. Il y a toujours quelque chose à proposer avec le patient. Donc là, c'est un cas particulier. C'est très difficile de répondre au cas particulier. Voilà, évidemment. Alors dans ce cas-là, monsieur ou madame Houillon répond, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème de poids. N'hésitez pas aussi, hein, je vais enchaîner moi sur ma partie de la présentation. N'hésitez pas à venir à l'atelier que je vais présenter, qui est organisé par Mutaero, qui va se faire en visio. Je vais le présenter parce que voilà, on pourra aborder ça et on va vraiment travailler dessus. Après, juste, il suffit aussi, enfin, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'est-ce qui reste comme événement. Est-ce que c'est des apnées centrales, des apnées obstructives ou des apnées ou des hypopnées? Rappelez-vous, les apnées centrales, je vous ai dit qu'on avait du mal à les corriger. Mais ce qui était important, c'était les symptômes. S'il n'y a plus de symptômes et qu'il y a 30 d'index d'apnée, hypopnée, d'apnée centrale, c'est pas quelque chose qui peut être grave. Moi, j'ai des patients qui gardent un index élevé d'apnée centrale et qui sont bien. Voilà. Hmm. Et allez, bah écoutez, vous pouvez continuer de poser des questions s'il y a d'autres questions qui viennent ou auxquelles le docteur Aspo n'aurait pas répondu. Moi, je vais continuer avec ma partie qui va être assez brève. On va voir quelques petites techniques qui peuvent aider. Hop, Christophe, je vais couper ton micro parce qu'il y a un double effet, mais n'hésite pas à le réactiver. Hop, alors. euh, donc, le docteur Aspo a parlé de sophrologie. Comment est-ce que ça va se passer en général et à quoi ça va servir très concrètement? Hein, souvent, on peut imaginer que la sophrologie, l'hypnose, il faut être réceptif, il faut... Alors, la sophrologie, c'est une discipline, hein, surtout sur ce qui est sophrologie appliquée au sommeil ou à ce type de problématique, qui justement a pour intérêt d'avoir un aspect assez mécanique, que souvent on connaît peu. Hein. C'est pas une discipline dans laquelle, en tout cas moi, je vais vous dire, allez-y, lâchez prise, respirez calmement et faites du masque, la ventilation, votre meilleur ami. On va vraiment utiliser des choses qui sont plus dynamiques, plus mécaniques et qui vont agir au niveau du système nerveux autonome. Donc quand on travaille en sophrologie par rapport à l'apnée du sommeil et à la tolérance à la ventilation, on va, et c'est ce qu'on va faire dans l'atelier qui débute le 9 janvier, qui se passera donc comme je dis en visio et en présentiel, hein, c'est un atelier mixte qui est gratuit pour les adhérents de Mutaero et même pour les partenaires hein, qui ne sont pas adhérents. Donc, on va d'abord réguler le stress physiologique avec des exercices dynamiques qu'on met en place en journée, on en rajoute un peu le soir. Notre système nerveux, s'il se met en mode survie, s'il se met en mode danger, hein, ça se fait automatiquement. Hein. C'est pas parce que vous avez des pensées négatives ou parce que vous n'aimez pas le masque. Hein, ce sont des mécanismes qui sont beaucoup plus primitifs.
il va y avoir besoin de techniques dynamiques pour réguler. Donc, on va utiliser des techniques un peu enfin, dynamiques avec des techniques de contraction, relâchement musculaire, hein. Ceux qui ont déjà participé à notre dernière webconférence ont pratiqué. Puis, il y en a parmi vous, hein, j'en ai vu pas mal qui sont habitués à ces pratiques-là. Donc, il y a toute cette notion de réguler le stress physiologique. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes quelqu'un d'hyper stressé, hein, mentalement. Ça veut dire que le système nerveux, bah, évidemment, s'il est en mode survie, s'il est en mode attention danger, il va pas voir arriver la ventilation, l'appareillage. Ça va lui demander encore une adaptation, même si c'est nécessaire parce qu'il y a des apnées sévères. Bah, c'est intéressant de le réguler pour venir favoriser et à la fois le sommeil, surtout si vous avez voilà, des difficultés d'endormissement, des réveils en milieu de nuit, et évidemment pour favoriser la tolérance à l'appareillage. On peut en sophrologie, et c'est ce qu'on va faire dans cet atelier, vraiment venir travailler sur la tolérance. Alors on verra en fonction de qui y aura dans le groupe et des besoins particuliers, évidemment, des besoins de tout le monde. Si personne n'a de problème avec ça, on va pas mettre l'accent dessus, mais on travaillera dessus, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on intègre, hein, ce qu'expliquait le docteur Aspo, comment est-ce qu'on intègre ce masque finalement, cet appareillage, ou l'orthèse même pour certains, dans notre corps. Comment est-ce qu'on vient conditionner notre cerveau à non plus le voir comme un ennemi, mais comme un allié en fait, voir comme quelque chose qu'on ne sent plus. C'est des choses qu'on avait été amené à faire dans une échelle, enfin, dans une dimension moindre, parfois avec certaines personnes, quand il y avait le Covid, donc ça fait un petit moment maintenant, où il y a des gens qui supportaient pas du tout le masque, et néanmoins il fallait le mettre dans certaines situations, où on va surtout pas ne pas chercher à ne pas le sentir, hein. Plus on essaye de ne pas le sentir, plus on essaye de l'occulter, pire c'est. Donc on va vraiment passer par d'autres techniques. Et ben, pendant cet atelier, je vous proposerai même de le mettre, le masque, ou voilà, si c'est pas possible pour certains, on le fera avec un masque qui est pas agréable, hein, le masque chirurgical, pour vraiment comprendre. Et il y aura des séances enregistrées. Vous pourrez éventuellement refaire en utilisant le masque. C'est un entraînement. Hein, notre cerveau s'habitue progressivement. C'est un entraînement, il n'y a pas de technique magique. Chacun vient piocher dans tout ça et puis le sophrologue ou la sophrologue s'adapte pour apporter vraiment ce qui va le mieux vous convenir. Pour certaines personnes, ça sera très intéressant. Peut-être que pour d'autres, ça ne sera pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais il y aura dans cet atelier, en tout cas, un enregistrement, on le pratiquera ensemble, et un enregistrement d'une séance pour s'entraîner à tolérer davantage la ventilation. L'appareillage, enfin, l'appareillage, c'est pas forcément de la ventilation d'ailleurs. On va aussi travailler sur le comprendre et améliorer le sommeil. Des techniques spécifiques qui rejoignent hein, les techniques pour réguler le stress physiologique, dans lesquelles on comprend le sommeil, on vient dédiaboliser pas mal de choses qui vont faire que déjà être ventilé, bah, c'est pas toujours simple, ou être appareillé, c'est pas toujours simple. Si en plus ça vient provoquer une anxiété, qu'il y a des problèmes, qu'à chaque réveil, on ne sait pas trop quoi faire pour se rendormir, pour retrouver un état de confort. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il est possible de vous apporter par rapport à ça. Il y a aussi évidemment la possibilité de travailler sur la respiration, c'est même pas une possibilité, c'est sûr, avec des techniques dans lesquelles on va apprendre à mobiliser davantage le diaphragme, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des petites respirations abdominales ou de la cohérence cardiaque, qui peut avoir son intérêt par ailleurs, hein, mais on va vraiment aller beaucoup plus loin avec des techniques où on va réveiller, on va dire, les muscles intercostaux, le diaphragme, venir apprendre à utiliser tout ça. Alors évidemment, c'est pas des choses que vous allez forcément faire la nuit, mais qu'on va faire en journée et qui vont avoir un impact. Là aussi, ça varie d'une personne à l'autre, mais il y a toujours un effet intéressant sur votre respiration la journée et puis, je l'espère aussi la nuit, en fait. Donc voilà ce qu'on peut faire nous en sophrologie, par rapport à l'apnée, du sommeil, hein. Ça vous donne une vision. Hem, donc il y a un atelier de 6 séances, hein, Mieux vivre l'apnée du sommeil, qui se déroule à partir du 9 janvier. Ça va être, les vendredis à 14 heures. Donc, vous pourrez, voilà, vous y inscrire, via le lien que pourra vous donner, Sylvie Villachon, en visio, en présentiel. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on pratique,
on va faire deux petites techniques, puisque le but, évidemment, il n'était pas de faire un atelier de sophrologie, mais que Christophe Raspo nous apporte toutes ses connaissances et réponde à vos questions. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions à les mettre dans le chat. Et là, moi, je vais juste vous proposer deux petites techniques très très simples qu'on peut faire le soir au coucher. L'idéal, c'est aussi d'avoir des techniques en journée, hein, si on veut bien bien réguler, que notre système nerveux soit dans un mode sécurité, soit dans un mode confort, hein, soit pas en mode attention danger. Donc on va faire des techniques qui sont simples, rapides à faire, qui peuvent d'ores et déjà avoir un effet. Vous le verrez, si vous vous sentez très fatigué, enfin très fatigué ou même bien fatigué après ces techniques, ça veut dire que bah, il y en a peut-être besoin. Vous allez peut-être le faire régulièrement, que ça a quelque chose à apporter. Donc on va faire uniquement des techniques en position assise. Donc je vous invite à vous installer au fond du siège. On va faire une petite technique rapide de contraction-relâchement. Une technique par excellence pour le sommeil. Ça peut être surprenant. Ça permet de stimuler notre système nerveux parasympathique et de venir réguler notre tonus musculaire. Donc, on va l'expérimenter ensemble. On va faire la version la plus simple de cet exercice. Je vous invite à fermer les yeux. On va inspirer, alors on va se mettre dans une légère apnée et on va contracter réellement tout le corps et on va faire attention d'ouvrir bien grand la bouche. Allez, on y va une première fois. Inspirez, bloquez et contractez. Remontez les épaules jusqu'aux oreilles, contractez les bras, serrez les poings, contractez les abdos, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, tout le corps et ouvrez bien grand la bouche. Expirez, relâchez. Prenez le temps de ressentir les sensations qui suivent. Voilà. S'il y a le cœur qui s'emballe un peu, ou s'il y a des douleurs, notamment au niveau de la tête, c'est intéressant, ça peut vouloir dire qu'effectivement, il y a des tensions, hein, ce sont des douleurs de relâchement. Donc vous verrez, en faisant cet exercice-là, il devrait y avoir un impact intéressant, hein. Encore plus s'il y a ces effets-là au début. On recommence une deuxième fois. Inspiration, rétention, tension de tout le corps. On ouvre très 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 grand la bouche, on remonte les épaules jusqu'aux oreilles, on contracte les bras, les épaules, tout le corps, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds. Et puis tranquillement, expirez, relâchez. Laissez votre corps se déposer sur le siège. Ou bah, si vous le faites au moment du coucher, bah, vous laissez votre corps se déposer un peu plus lourdement sur le lit, tout en respectant les résistances. Même si on se sent agité, qu'on a une petite bouffée de chaleur, on respecte ces résistances-là. C'est pas forcément un problème. Il n'y a pas de besoin d'un lâcher-prise parfait, hein, ça n'existe pas. On respecte les résistances de notre corps. Allez, on le fait une dernière fois et on va passer à un petit exercice respiratoire. Inspirez, bloquez, contractez tout le corps avec précision. Pensez à ouvrir bien grand la bouche, pas de tête en arrière par contre pour ménager le cervical. On contracte tout. Et puis on souffle, on relâche tranquillement. Ce qu'il est possible de relâcher. Il y a peut-être des parties qui vont rester tendues, c'est ok, on respecte ça. Gardez les yeux fermés, portez votre concentration sur votre respiration. Je vais vous inviter à inspirer en comptant de 1 à 3 dans votre tête et à expirer en comptant de 1 à 6. On va expirer sur le double de l'inspire. Une inspire qui dure 3, une expire qui dure 6. Si c'est difficile d'aller jusqu'à 6 à l'expire, là encore, ça veut dire qu'on tient le bon bout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à améliorer à ce niveau-là. On peut stimuler davantage le système nerveux parasympathique, donc ça sera d'autant plus intéressant si c'est pas évident. Et puis pour les personnes pour qui c'est facile, bah, je vous propose d'essayer de faire une inspire qui dure 3, une expire qui dure 8, voire 10 temps. Tout ça de façon fluide et continue autant que possible.
Voilà, et puis si on avait le masque, je vous inviterais, on ferait un travail un peu plus poussé, mais à prendre conscience du contact du masque sur votre visage, même si c'est pas agréable. Là, on n'a pas le masque, on n'a pas d'appareillage, pas de ventilation. Donc, je vous propose simplement de porter votre concentration sur le contact de votre corps avec vos vêtements. Simplement ressentir ce contact. Ressentir ce que vos mains touchent. Laissez maintenant la respiration se faire naturellement, spontanément. On laisse notre corps respirer comme il en a envie. Simplement, à chaque expiration, on peut laisser notre corps devenir un peu plus lourd, agréablement lourd. Si on a envie de bouger, on garde cette liberté. S'il y a beaucoup de pensées, on ne cherche pas à leur faire la guerre. On en prend conscience tout simplement. Et puis on revient aux sensations du corps. Voilà. Et puis après ces petites pratiques, assez simples, je vous propose de recommencer à bouger, prendre le temps de gigoter, de vous étirer et d'ouvrir les yeux pour nous dire, voilà, comment vous vous sentez, comment vous les avez vécues. Ce sont des pratiques assez courtes, voilà, bien adaptées à ce format, de la webconférence. Vous pouvez d'ores et déjà les tester, évidemment, voir quel impact ça a. Ce qui va être le plus important, c'est la contraction de tout le corps. L'expiration poussée va aussi être intéressante, mais on pourrait dire que vraiment la principale, c'est la contraction de tout le corps, bouche grande ouverte. Il y a Joanne qui parlait tout à l'heure, de sa compagne, je crois, si j'ai bien compris, à moins que ce soit une autre personne, qui avait, des maux de tête et un sommeil léger. Ces techniques-là peuvent vraiment être intéressantes, surtout si, ces fameux maux de tête, ce sont des céphalées de tension, hein, avec la tête souvent qui va serrer, hein. Ça va être quelque chose d'assez, caractéristique. Donc c'est des techniques qui peuvent être à tester, par madame, Joanne. S'il y a des douleurs de relâchement après, ça veut dire que c'est intéressant là aussi, hein. Ça veut dire que peut-être il serait intéressant, de venir pourquoi pas, à l'atelier pour qu'on travaille un peu plus sur ça, et puis je pense que sur la question des renflements de Joanne, du coup le docteur Raspo a répondu. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, pour terminer, cette, webconférence, vous pouvez, si vous le souhaitez, activer, vos caméras, soit nous écrire dans le chat, comment vous vous sentez, comment vous avez vécu tout ça, ou vous pouvez même, activer votre micro également si vous avez, d'autres questions à poser. Moi, j'aimerais bien revenir sur quelques questions là que j'ai lues pendant que tu faisais Ouais. l'exercice. Euh, je crois que c'est Jean qui a précisé qu'il était avec une machine, un type de machine, et que de changer l'appareillage, ça l'avait amélioré. Oui, effectivement, parce que ces machines, elles n'ont pas les mêmes algorithmes d'analyse de la respiration du patient et des pressions. Donc, ça peut être intéressant également de changer de type de machine, parce que les algorithmes, que ce soit la Lowenstein, la Philips ou la ResMed, et bientôt les chinoises, n'ont pas les mêmes, algorithmes. Donc oui, ça peut être une possibilité. Après, j'avais vu voyons, ah oui, Bernard qui parle d'un travail posté. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet d'un travail posté sur le sommeil, mais là, on rentre plutôt dans les troubles du sommeil où ça va être les gens qui ont un travail posté en 3-8, l'architecture du sommeil va être complètement modifiée. Et il va falloir essayer de travailler sur cette architecture-là en trouvant, en adaptant les temps et les journées en fait, et les temps de sommeil en fonction de ce travail posté. C'est assez compliqué, hein. Les travails postés, ils ont des sommeils qui sont très irréguliers, mais c'est pas pour ça qu'ils vont faire des apnées du sommeil. En tout cas, quelqu'un qui a un travail posté, je ne lui ferai pas, par exemple, une polygraphie, j'irai plutôt vers une polysomnographie, mais surtout d'abord une consultation avec un interrogatoire important. Euh,
Jean parlait d'une utilisation de PPC très variable entre 2 et 6 heures. Il faut savoir que l'efficacité de la ventilation est reconnue si elle est supérieure à 4 heures. À 4 heures d'affilée. Après, justement, il y avait une autre réponse, une autre question, quelqu'un qui partait 2-3 jours. Alors, c'est pas très gênant, 1 à 2 jours de partir sans sa machine, parce qu'on sait que la gymnastique de la ventilation se conserve entre 2 et 3 jours après arrêt de l'utilisation. Donc, le principal, c'est quand la personne revient de se ventiler, ou d'expérience, si elle part 2 jours et qu'elle trouve qu'au bout du 2e jour, elle est déjà très fatiguée, ça veut dire qu'elle peut pas se passer, elle n'a pas cet effet rémanent de la ventilation, donc elle peut pas se passer de la ventilation, il faut qu'elle amène la machine. Après, très bonne réponse pour le Cyclof. Là, j'y suis allé également pendant ma petite pause. Et effectivement, c'est une association, donc il faut s'inscrire. Moi, par exemple, la kiné avec qui je travaille n'est pas inscrite, parce que je pense que... Voilà. Donc, je pense que j'ai fait un petit tour là des questions où j'avais pas répondu et il fallait donner une petite précision. Voilà. Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres réactions, on va laisser la parole à Sylvie. Mais merci docteur Raspo, merci Emmanuel. C'est toujours agréable d'avoir des explications claires, compréhensibles pour tous, parce que parfois la médecine, c'est un vaste domaine, donc de nous le rendre accessible à chacun d'entre nous, c'est permettre de prendre soin de chacun. Donc merci docteur. Pour toujours votre disponibilité et ce plaisir partagé que nous avons de vous retrouver. Et le duo fonctionne très bien avec Emmanuel. Euh, donc Emmanuel, on la retrouve le lundi pour l'atelier sophrologie. Donc c'est vrai qu'à Mutairo, à la prévention, on essaie de faire en sorte que les adhérents vous preniez ce dont vous avez besoin, mais de vraiment essayer d'insister sur l'activité physique adaptée, comme vous disiez. Donc que ce soit par le yoga, le qigong, la sophrologie, les marches, les balades santé et de sortir, de rompre aussi l'isolement, voilà, quand c'est possible. Euh, donc on retrouvera donc Emmanuel au mois de janvier pour la suite. Donc on a laissé passer parce que sinon on aurait eu quelques trous dans l'agenda et on veut essayer que le rythme s'installe pour que les bénéfices soient là. Au mois de décembre, il y aura une formation geste premier secours. Voilà, je profite pour passer le message donc sur Toulouse. Mais docteur, un grand merci avec Emmanuel pour Avec plaisir. Merci à un tous. échange.